Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Le Sénégal franchit une étape historique avec le lancement réussi de son premier satellite GAINESAT, une avancée qui marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique, a tweeté le chef de l'État. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a conduit la délégation sénégalaise aux États-Unis. Vous l'entendrez. À quelques jours du Magal de Touba, coup de projecteur dans ce trésor sur Sokhna Mbène Ngabou, l'une des dernières filles de Serigne Touba, née en 1922 à Ngabou et rappelée à Dieu en 1981. Elle a marqué l'histoire par sa contribution exceptionnelle au rayonnement du mouridisme. Portrait à suivre. Et enfin, dans le trésor des régions, nous irons à Saint-Louis où les régates de cette année ont captivé l'attention avec plus de 6000 athlètes en compétition. Ponteholé a triomphé lors de la grande course. On le verra. Voilà pour l'essentiel du menu de ce trésor. Bienvenue à tous. Après le lancement hier à 18h, avant-hier à 18h56 précise du premier satellite national, le chef de l'État a réagi à travers un tweet. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite GAINESAT 1A depuis la base de Vandenberg en Californie. Fruit de 5 années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous qui ont rendu ce projet possible, a tweeté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal, qui lance avec succès son premier satellite dénommé GAINESAT 1, la fusée Falcon 9 a décollé de Vandenberg en Californie et a mis en orbite 116 mini-satellites et CubeSat, dont le GAINESAT 1A. Ce lancement est non seulement un exploit pour le Sénégal, mais aussi pour tout le continent africain. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dirigé la délégation sénégalaise venue assister à cet événement qui marque la souveraineté spatiale du Sénégal. On va tout cela avec nos envoyés spéciaux Seydina Alunfal et Abdou Salam. C'est ici, dans l'État de Californie, aux États-Unis, qu'a eu lieu le lancement du premier satellite sénégalais. La mise en orbite a eu lieu sur la base de lancement de la société SpaceX. 3, 2, 1, ignition. And liftoff of Falcon 9. Go Transporter 11. Vehicles pitching downrange. Le Sénégal vient ainsi d'entrer dans le cercle restreint des pays disposant de satellites dans l'espace. C'est un événement national important. Le Sénégal est indépendant depuis 1964 et 64 ans après, nous venons de lancer notre premier satellite. Quand on est dans une mise en perspective, on se rend compte que nous sommes le deuxième pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, après Djibouti, à l'avoir réussi. Cela veut dire que le Sénégal s'inscrit maintenant dans la catégorie des pays qui sont dans l'espace. Et cela signifie beaucoup de choses. Cela signifie une certaine souveraineté spatiale. Cela signifie la capacité pour nous-mêmes de surveiller notre propre territoire. Dans beaucoup de domaines, on aura l'occasion d'y revenir. Et ça signifie que c'est un pays qui a une vision, qui est en train de s'inscrire dans la recherche et dans l'innovation et qui ne se contente pas de gérer les problèmes de la vie quotidienne d'un pays sous-développé. Donc oui, c'est un succès et j'en profite parce que j'ai eu le privilège de diriger la délégation gouvernementale en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'en profite pour rendre hommage au président Diomaye Faye qui nous a donné les moyens de continuer cette aventure, au président Ousmane Sonko qui a donné les orientations et à tous ceux qui aussi, avant 5 ou 6 ans derrière, ont travaillé pour que le Sénégal puisse en arriver à ce résultat. Donc je voudrais que les Sénégalais soient conscients du fait qu'on est un pays qui est maintenant dans l'espace avec ses propres moyens et qui va en faire le meilleur usage possible. Des techniciens et ingénieurs sénégalais ont participé à l'intégration de ce satellite. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a été envoyé à Montpellier pour une formation sur la fabrication de satellites. Donc une fois un an de formation fini, nous avons commencé la fabrication du satellite. Donc ça a duré 1 an et demi. On les a fait. Après, voilà, la suite, c'était de le lancer. Donc, pour le lancer, il fallait trouver un partenaire qui est capable d'amener le satellite dans l'espace. Et c'est pour cela qu'on a choisi SpaceX, donc, qui aujourd'hui a lancé le satellite.
Fairing separation confirmed. Cet événement marque l'avènement du Sénégal à la souveraineté spatiale. C'est un projet de l'État du Sénégal porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont l'objectif est de permettre au Sénégal de disposer de satellites et d'entrer de premier pied dans l'espacial. Et pour cela, le Sénégal, contrairement à beaucoup de pays, a misé d'abord sur les ressources humaines. Nous avons décidé de former des ressources humaines et c'est ces ressources humaines qui ont conçu, fabriqué, testé le satellite qui est aujourd'hui prêt, qui est lancé aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que au-delà de l'aspect d'avoir un satellite, nous avons des ressources humaines aujourd'hui qui sont capables de refaire les satellites. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur d'autres satellites. Les données recueillies par ce premier satellite sénégalais vont permettre d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais, mais également de renforcer la recherche et l'innovation au Sénégal. C'était Mamadou Lamine Salam et Seydina Alioune Fall depuis les États-Unis pour la RTS. Voilà, Seydina Alioune Fall, vous l'avez dit, les données envoyées par le premier satellite sénégalais vont servir aux agences de l'État pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. Nous écoutons justement à ce propos le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le satellite nous met sur orbite. Cela veut dire que maintenant nous avons une machine, pour parler simplement, qui tourne autour du Sénégal et au-dessus de nos têtes et qui est capable de regarder tout ce qui se fait au niveau national. Et cela a des conséquences pratiques sur un certain nombre de politiques publiques que nous déployons. L'agriculture, par exemple. Le satellite nous permettra d'avoir des données qui nous permettront de faire une agriculture de précision et de ne pas être dans le tâtonnement. Dans le domaine de la gestion de l'eau, le satellite va nous permettre d'avoir des données qui nous permettent clairement d'identifier où sont nos ressources d'eau, en eau au moins, et comment les conduire vers les destinations privilégiées. Vous entendez souvent ce gouvernement parler des autoroutes de l'eau. Eh bien, l'existence d'un satellite qui va travailler dans ce domaine va beaucoup nous aider. Vous savez aussi qu'on a beaucoup de problèmes avec les inondations. Le satellite nous permettra d'avoir des données prévisionnelles qui nous permettront d'anticiper sur un certain nombre de problèmes liés aux inondations. Cela nous permettra aussi de surveiller nos frontières. Cela nous permettra de surveiller nos plages, par exemple dans la lutte contre l'immigration clandestine. Donc quand on a cet élément-là qui est sur orbite au-dessus de nos têtes et qui permet en un clic de voir pratiquement ce qui se passe au niveau national, c'est un outil à la décision extrêmement important sur un certain nombre de problèmes. Donc que les Sénégalais soient fiers du fait que ce lancement s'est très très bien déroulé, qu'ils sachent que nous avons un outil en matière de recherche et d'innovation qui nous permettra dans les prochaines années d'impulser notre développement de façon systémique. Ce 16 août, le Sénégal acte son existence dans le domaine des satellites. Il y a bientôt 70 ans que l'aventure satellitaire a commencé avec les Soviétiques, puis les Américains. Et aujourd'hui, l'Afrique à la tête dans les étoiles spatiales, le Sénégal membre du club. C'est une chronique signée Oumar Dian. 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. S'élance dans un ciel californien clair la fusée Falcon 9 de SpaceX. Dans ses soutes, une centaine de petits satellites qui seront mis en orbite. Celle-ci peut avoir diverses formes géostationnaires, elliptiques, circulaires ou héliosynchrones. Les satellites se distinguent aussi par leur altitude basse, moyenne ou haute. Dans le manifeste, la liste des satellites emportés par le lanceur, il y en a un aux couleurs du Sénégal, Gaindesat 1, sans doute le premier d'une série comme celle des Sputnik avec les Soviétiques. En effet, le 4 octobre 1957, du cosmodrome de Baïkonour, ils inaugurent la conquête spatiale avec Sputnik 1, 83 kg et juste 58 cm. 3 mois plus tard, il est désorbité. Et l'Amérique dans tout ça, elle mesurait l'avance prise par ses rivaux ayant capitalisé les recherches des Allemands sur les fusées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en plus, ils ont eu leur propre talent dans le génie spatial. Les États-Unis finiront par mettre en orbite Explorer 1 120 jours après Sputnik, le 1er février 1958. Le chassé-croisé entre les deux grands se poursuivra jusqu'à ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent pied sur la Lune. Enfin, il y a encore des gens qui n'y croient pas. Gaindesat 1 est un nanosatellite de la famille des CubeSat. Il a été conçu par des ingénieurs sénégalais
au Centre spatial universitaire CUSM de Montpellier dans le cadre d'un programme collaboratif à 1 million d'euros. Pendant 5 ans, l'engin placé en basse orbite à environ 550 km d'altitude transmettra de précieuses données sur l'agriculture, les ressources forestières, les eaux et la météo. Déjà à la fin des années 90, l'Égypte et l'Afrique du Sud avaient intégré le club spatial. Le Sénégal vient d'être member of the clan, aux côtés de l'Éthiopie, de Djibouti, du Nigeria et de l'Angola, entre autres. Kairé, déjà entré dans la légende, et l'Agence nationale d'astronomie visent d'autres orbites plus larges, la tête dans les étoiles. Et retour sur la terre ferme, direction Rufisque, où la mairie a officiellement lancé le programme d'entretien de l'éclairage public, un programme qui concerne 136 quartiers. La municipalité a dégagé une enveloppe de 44 millions de francs pour l'acquisition de 875 lanternes. Dame Silla. 4 quartiers de la ville de Rufisque ont été choisis pour lancer le programme d'entretien de l'éclairage public. Il s'agit de Gouy-Mouride, Darou Rahman, Nimzat et HLM. Globalement, tous les 136 quartiers de la ville sont concernés par le projet. L'objectif est de permettre aux populations d'accéder à un éclairage de proximité d'ici la fin de l'année. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est un objectif que certains me disent immensément ambitieux, c'est de refuser, d'éradiquer définitivement l'obscurité dans les quartiers. En 2023 déjà, la mairie avait lancé les grands travaux d'entretien du réseau moderne d'éclairage public pour prendre en charge toutes les grandes artères de la ville. C'est ça qui nous a aussi permis de faire la route de Sokosim, Babacar Ndiaye-Niora, la route de Sangalkam, Cheikh Ahmadou Bamba, et la route de Lazak qui est à côté. Donc sur les 9 km d'éclairage moderne, nous avons pu réaliser au moins les 8 km. Et nous comptons, Inch'Allah, l'année prochaine compléter pour reprendre carrément tout l'éclairage des grandes artères qui est l'éclairage plus moderne. La mairie de la ville a dégagé une enveloppe de 44 millions de francs CFA et va bientôt réceptionner 875 lanternes, une acquisition qui lui permettra d'équiper entièrement les différents quartiers de la ville. Et l'éclairage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la sécurité, ça signifie l'économie nocturne, ça signifie la quiétude, ça signifie même nous sommes en temps de pluie. Quand les quartiers sont obscurs, s'il y a des stagnations, il y a des risques d'accident. L'éclairage public figure parmi les 9 domaines de compétences transférés aux communes et mairies de ville. À Rufisque, la question est entièrement prise en charge pour la sécurité des populations. Et puis, à quelques jours du Grand Magal, la ministre de la Famille et des Solidarités a conduit une importante délégation à Touba pour présenter au Khalife général des Mourides les initiatives du ministère en soutien à cet événement religieux majeur. En signe de solidarité, le ministère a offert au comité d'organisation plusieurs milliers de bouteilles d'eau, récipients et bouilloires. Ousmane Doy. À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, le ministère de la Famille et des Solidarités est reçu par le Khalife général des Mourides. On tend pour exposer au Khalife général des Mourides les initiatives qui devront être mises en exergue pour accompagner ce grand moment de célébration de l'islam. Nous avons discuté avec le Khalife de l'importance de l'implication du ministère de la Famille et des Solidarités et de l'intention que nous avons de tenir un chapiteau lors de ce Magal pour permettre aux populations, à tous les pèlerins, mais surtout aux populations de Touba, de mieux connaître le ministère. Toujours dans une dynamique de contribuer au succès du Grand Magal de Touba, la ministre de la Famille et des Solidarités a exposé une panoplie d'initiatives pour permettre aux pèlerins de s'imprégner des projets et programmes du ministère de la Famille et des Solidarités. Mais aussi permettre à ce chapiteau-là de faire montrer ce que font les programmes et projets du ministère, qui sont tous là aujourd'hui pour accompagner, parce que ce jour est un jour exceptionnel, ce jour est un jour pour tous les musulmans du Sénégal, et nous prions pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Nous prions pour que vraiment tout se passe bien pour le gouvernement du Sénégal. Après avoir reçu bénédiction et prière, la ministre de la Famille et des Solidarités, accompagnée de ses différents collaborateurs, a inspiré le temps du Magal pour permettre à tout pèlerin d'avoir une immersion sur toute initiative du ministère devant permettre d'être encore plus proche des projets et programmes
du ministère de la Famille et des Solidarités, un pilier fondamental pour inspirer le développement communautaire et même local. Et coup de projecteur dans ce trésor sur l'une des dernières filles de Serigne Touba Mbacké. Son nom, Sokhna Mbène Gabou, née en 1922 à Ngabou. Elle a été rappelée à Dieu en 1981. De son vivant, elle a beaucoup contribué au rayonnement du mouridisme. Son portrait avec Ibrahima Ndo. La couleur de cette photo renseigne à suffisance sur son époque. Elle, c'est Sokhna Aïssatou Mbacké Bintou Khadim Rassoul, plus connue sous le nom de Sokhna Mbène Gabou. Sokhna Mbène est née en Gabou en 1922 dans cette commune, non loin de Touba. Serigne Touba a fondé Ngabou en 1917. Il avait mis en place un grand dara pour l'enseignement coranique des disciples. Sokhna Mbène est née ici. C'est pourquoi on lui avait donné le nom de Sokhna Mbène Gabou. Fille de Serigne Touba Mbacké et de Sokhna Faty Khoudia Mbacké, elle a très tôt appris et maîtrisé le Saint-Coran avant de s'en ouvrir aux autres sciences islamiques. Sokhna Mbène Gabou suivait les recommandations de son père, Cheikh Ahmadou Bamba. Elle passait tout son temps à adorer Dieu, au travail et à l'enseignement des disciples. C'est ce que voulait Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Après le rappel à Dieu de Serigne Touba en 1927, le reste de son éducation fut pris en charge par Serigne Modou Moustapha, premier khalife de Serigne Touba. Serigne Mohamedou Moustapha a toujours appuyé Sokhna Mbène. Elle a joué le rôle de père jusqu'à son mariage à Khourou Mbacké, chez Serigne Mbaye Diakhaté. Parler de Sokhna Mbène, c'est aussi évoquer ses nombreuses vertus. Elle faisait comme ses autres frères et sœurs. Elle avait un comportement de disciple. De son vivant, Sokhna Mbène Gabou était aussi connue pour ses nombreuses initiatives à travers le Sénégal. L'enseignement religieux a toujours occupé une place très importante de sa vie. À Diourbel, les fidèles mourides ont organisé une marche pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Comme chaque premier safar, les populations organisent un grand rassemblement sous la direction des autorités politiques et religieuses. Dame Silla. À Diourbel, les populations sont sorties en masse pour rendre un vibrant hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Comme chaque premier jour du mois de Safar, des milliers de fidèles ont marché dans les rues de la commune. Le 18 Safar, jour du Grand Magal de Touba, commémorant la date anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Mais les fidèles mourides, de par leur amour envers le Cheikh, commencent à tenir des activités dès le début du mois. 2009, nous avons initié cette marche depuis 2009 ici à Diourbel. Nous sommes à la 15e édition et aujourd'hui la marche s'organise partout dans le monde. Certes, le 18 Safar est la date de commémoration du Grand Magal, mais cette marche entre dans le cadre des préparatifs. Parmi les fidèles qui participent à la marche, on y retrouve entre autres des dignitaires religieux, mais aussi des autorités administratives et locales. Chaque année, ils se donnent rendez-vous ici pour prêter main forte aux membres de la communauté. L'objectif de cette marche est de rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Nous prions Dieu d'exaucer nos prières. Diourbel, de par ce qu'elle représente dans l'histoire du mouridisme, a l'obligation de démarrer les préparatifs du Grand Magal de Touba dès le premier Safar. Les populations sont sorties en masse. Et moi, en tant que maire de la commune, je me dois d'être une sorte de locomotive. Cette marche initiée ces dernières années par les fidèles mourides de Diourbel pour rendre hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, est désormais inscrite dans les annales des activités religieuses de la commune et fait tache d'huile dans les autres localités du pays. Deuxième visite du directeur général de la RTS à Touba avant le Magal, reçu par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Pape Alé Niang, et sa délégation ont remis une quantité importante de packs d'eau minérale pour appuyer dans l'organisation du Magal, un geste fortement apprécié par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Habib Mbaye.
Des packs d'eau estampillés RTS pour étancher la soif des disciples lors du Grand Magal de Touba. Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, d'effectuer une deuxième visite à Touba comme pour renouveler son engagement auprès de la communauté mouride. Reçu par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, la délégation de la RTS a pu s'entretenir avec le représentant du khalife. Au nom du directeur général de la RTS, Khali Seck, conseiller spécial, de réitérer l'engagement de la maison mère. mooy ba weeru safar teroo ba tey teggi wuñu suñuy tànk ci programme RTS. Depuis le début du mois de Safar, la RTS a redynamisé ses programmes, de nuit comme de jour, la radio comme la télévision, ainsi que tous les supports digitaux. Pape Alé Niang s'était engagé à faire plus que ce qu'on faisait avant. Nous nous engageons à porter les programmes du Magal à un niveau jamais égalé. En plus, en guise de contribution au Magal, le directeur général d'apporter une quantité d'eau minérale pour le Magal afin de bénéficier des grâces rattachées à ce jour à toute personne qui aura participé au bernde du Magal. dañuy ñëw teg ko ci sa loxo nga teg ko ci loxoy Serigne Mouhamadou Mountakha ngir ganu Serigne Touba yi ñu barkeelu ci teraanga ji leen dëkk bu tedd bi ndax xam nañu fi dara du fi manqué. Pour sa part, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké de se réjouir de ce déplacement du directeur général Pape Alé Niang. loolu dañ sëkk nag sa dik ku jëkk ndax xam na lii ak yéeg rek la. Nous apprécions fortement ce geste qui est consécutif à votre première visite, qui nous avait fortement satisfait. Cela témoigne de votre attention et de votre attachement à Serigne Touba et à la ville sainte de Touba. Je peux en attester car Serigne Abdou Lahad disait qu'il faut bien connaître la personne pour en témoigner. C'est la même chose que Serigne Saliou Mbacké disait. Et je m'inscris parfaitement dans ce sillage de mes références. Je peux témoigner de votre attachement à Serigne Touba, au mouridisme, qui n'a pas varié. Et vous l'avez confirmé par ce geste. Quiconque voit les programmes de la RTS ces derniers jours peut confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes largement satisfaits et cela va au-delà de nos attentes. Je peux témoigner que tout ce que vous faites reflète votre profonde conviction. La RTS est un bien commun qui doit refléter toutes les obédiences. C'est un héritage qu'on doit préserver et vous en êtes conscient. Ainsi, Pape Alé Niang et sa délégation ont pu encore une fois bénéficier des prières de Serigne Bassirou Abdou Khadre et promis au président du comité d'organisation de revenir au Magal avec un déploiement sans précédent de la RTS. À 2 kilomètres de Tasset, dans le village de Ndoyen, un simple dara s'est transformé en un complexe exemplaire de l'enseignement coranique à l'insertion des jeunes en passant par l'apprentissage de la vie. Ce modèle inspirant dans l'arrondissement de Noto, région de Thiès, ne cesse de grandir. C'est l'immersion de ce trésor et les signé Ramatadem. Plus de 600 jeunes enfants unis pour une seule cause, la mémorisation du Saint-Coran. Quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans, je ne connaissais rien du Coran. Cette année, je termine l'apprentissage du livre saint. Je suis venue pour apprendre le Coran et mieux maîtriser ma religion. C'est dans une parfaite synchronisation que se déroulent les cours. Il y a 15 maîtres coraniques, ils se partagent l'effectif. Chacun est responsable de 30 élèves au maximum. Des maîtres coraniques qui suivent avec beaucoup d'attention l'évolution de leurs élèves. Prends les élèves de 7 à 12 ans, nous leur faisons faire une formation pédagogique. Nous leur apprenons à bien se comporter en société, surtout pour les filles. Les élèves bénéficient de formations telles que la couture. Dans cet atelier sont confectionnées des tenues des élèves du Dara
par des anciens pensionnaires. J'ai fait de la couture. J'ai appris ici le Coran et mon métier de tailleur avant d'aller à Sénégal Broderie pour approfondir mes connaissances avant de revenir. Ce métier est une aubaine pour moi. Grâce à ce travail, je suis autonome financièrement. Au complexe islamique Khalifa Ababacar Gaye, c'est toute une organisation. ñu xalaat ni kon war nañu mën a taxawal tamit ay nu xale yi di xamee métier moo waral ci daara ji ñu def fi boulangerie. Nous avons mis en place une boulangerie pour aider les enfants à avoir un métier, en plus de l'apprentissage du Coran. Et nous essayons de voir tout ce qu'il nous faut sur place pour les enfants. Chaque jour, nous consommons 200 baguettes de pain. Le reste est revendu dans les villages voisins. Nous élevons aussi des poulets. Nous pouvons avoir jusqu'à 4000 sujets. Ainsi, le Dara est autonome. Il permet à ses futures personnalités de maîtriser leur religion et d'en faire des êtres humbles qui pourront sans gêne aller dans les champs. Une vraie école de la vie. soo ñëwee fii da ngay gis rupture bi changement complètement sur sa comportement sur sa manière d'agir et sa manière de faire. Ici, il y a une véritable rupture dans les comportements. Nous voulons des enfants corrects, polis, qui savent se comporter dans la société. Et aussi, nous bannissons carrément la violence. Aussi, fii da ngay nekk ci ay normes yoo claires yoo xam ni moo lay permettre pour être un citoyen de demain. xale yi dañu nekk foofu di taxawaaloo. L'internat est une bonne chose. Nous occupons notre temps à des choses plus utiles au lieu d'être là à ne rien faire ou à voler. Ça n'a aucun sens. Je trouve le Dara plus utile. Instruire, former, éveiller, faire de ces enfants des êtres conscients de la place importante qu'ils occupent dans la société, des citoyens modernes. Et en sport, Premier League, Arsenal démarre sa saison sur une note positive avec une victoire convaincante contre Wolverhampton. Les Gunners s'imposent 2-0 devant leur public à l'Emirates Stadium. Le résumé avec Abdelaziz Ban. Et pourtant, le début de match est très serré avec les deux formations qui prennent peu de risques, les occasions de part et d'autre. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. D'abord, cap sur Morolan où la souveraineté alimentaire, grande priorité pour le Sénégal, commence à se concrétiser dans plusieurs communes. Les habitants expérimentent en temps réel cette autonomie alimentaire communale, nous dit Penabo. Nous sommes à Morolan, une commune au cœur de la zone des Niayes. Ici, la culture maraîchère reste la vedette, une localité qui depuis 6 ans promeut une sécurité alimentaire communale et même au-delà de Morolan. Ça fait 42 ans que personne n'a rien fait ici. Et on a dit c'est simple, on part ensemble. Et ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on vous donne un cadeau de bienvenue de 500 000 francs par hectare. Ensuite, pour chaque champ, que ce soit 0, ou 1 hectare ou 2 hectares, vous avez droit à un emploi garanti pendant 12 mois sur 12. Les mairies, leur rôle principal, c'est le social. Je me rappelle très bien, il y a une femme pour qui je prenais un sac de riz, de l'huile, chaque mois, je proposais ça. Un jour, elle est venue là-bas, elle a rencontré Bassoum. J'ai dit, Bassoum, prends cette femme-là et amène-la. Depuis lors, je n'ai plus vu depuis 5 ans. Et tout est parti sur plus de 400 hectares avec diverses spéculations au rendement record, donnant ainsi une production conservée aux normes internationales. Ajouté à cela, des emplois créés. La population est rétribuée à la production et non au bénéfice. Donc, sur chaque tonne de légumes qu'on exporte, on donne 6 500 à la population. Sur chaque tonne de légumes qu'on vend sur le marché local, 3 750 à la population. Et en 3 ans, je pense qu'on a dépensé plus de 120 millions. Un modèle à multiplier dans d'autres communes et la tutelle interpelle les maires. Je vais organiser une visite pour amener le maximum de maires pour venir voir ce que vous avez fait. Regardez ce success story sur 345 hectares. Vous imaginez maintenant le potentiel. Autre élément non moins important à magnifier pour ce modèle de Morolan, le marché local priorisé par rapport à l'export. Nous sommes une société qui ne vend que sous caution. Aujourd'hui, j'ai 90 millions de cautions que je dois couvrir.
Cette souveraineté alimentaire, une super priorité pour l'État du Sénégal, est bel et bien possible. Quand je vois des oignons comme ça qui sont gardés 4 mois, quand je vois des légumes de cette qualité être produits ici, quand je vois le modèle de partenariat privé-privé pour investir 7 milliards de francs CFA, créer 2600 emplois. Ce partenariat public-privé à l'origine de ce modèle de Morolan est décidé à accompagner le ministère de l'Agriculture pour réussir sa vision concernant la souveraineté alimentaire au Sénégal. À Ziguinchor, les directeurs généraux de l'ADPME et du PDCEJ ont visité la ferme innovante de Niaguis, créée par un jeune entrepreneur local, devenu un centre d'apprentissage pour étudiants de tout le pays. Cette ferme ambitionne de fournir en produits maraîchers toute la Casamance. C'est un reportage d'Abdoulaye Sinkari. La ferme pédagogique de Niaguis continue de creuser son sillon en Casamance. Ce matin, ce sont les coordinateurs de 2 projets de l'État qui y sont en visite. Le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ont accompagné la ferme, devenue aujourd'hui un modèle. Et j'ai créé cette ferme qui est d'abord un cadre d'échange et d'expérimentation des techniques agricoles. Parce qu'à un certain moment, j'ai constaté que la plupart des jeunes qui ont fait la formation dans leurs établissements l'ont fait entre les 4 murs. Et moi, une façon de rendre l'ascenseur à l'État, j'ai proposé cette technique qui consiste à créer un cadre d'échange et d'expérimentation des techniques agricoles. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être en étroite collaboration avec pratiquement toutes les universités du Sénégal. Cette visite est une occasion pour les responsables des 2 projets de voir de visu à quoi leur accompagnement a servi. Il a montré qu'on peut rester ici en Casamance et vivre décemment avec des revenus très importants à travers l'agriculture parce que toutes les conditions sont réunies. Nous avons la bonne terre, nous avons l'eau, nous avons la main-d'œuvre. Tout ce qui reste, c'est une question de volonté. De l'arboriculture à l'aviculture en passant par le maraîchage, Amadou Moustapha Diatta est en train de réussir son retour à la terre, lui qui avait toutes les opportunités dans les études supérieures. Dans le cadre du projet du nouveau gouvernement, c'est un objectif vraiment de retour à la terre qui est là et sur lequel nous comptons beaucoup développer notre souveraineté. On a vu l'impact. Aujourd'hui, tout ce qui est produit de maraîchage vient essentiellement de Dakar et je pense que la ferme permet aujourd'hui de pouvoir prendre en charge l'ensemble des besoins au niveau de la région et même au-delà. La ferme de Niaguis est l'une des 250 structures accompagnées par l'ADPME en collaboration avec le PDCEJ. Opération de contrôle sur la Petite Côte. La brigade régionale d'hygiène de Thiès intensifie ses inspections des ouvrages d'assainissement, des épaves de voitures abandonnées et de la salubrité des plages Ambour, Sali, Somone et Ngaparo. Objectif, sensibiliser les populations aux infractions souvent méconnues. Fatmata Banelba. Les habitants de la commune de Saly-Portudal ont reçu ce matin une visite bien habituelle. Des agents de la brigade d'hygiène de Thiès ont effectué une descente sur le terrain pour sensibiliser les populations de la station balnéaire sur les délits commis dans la rue. Il s'agit des dépôts de gravats, d'épaves de voitures abandonnées dans les rues, de fosses septiques en dehors des maisons ou encore le déversement d'eau usée dans les rues ou les plages. Autant d'infractions punies par le code de l'hygiène. Pour la gestion des eaux usées, l'important, c'est de développer les ouvrages comme les puisards au niveau des habitations. Mais les puisards doivent être à l'intérieur même des maisons. En ce qui concerne les dépôts de gravats, parce qu'avant de démolir, ou bien même avant de construire, il faut vraiment mettre un plan qui permet de se débarrasser de ces gravats, qui sont des délits en matière d'hygiène. Donc au niveau de la plage, ce serait important également de mettre en place, si ça n'existe pas, des comités de salubrité. En cette période d'hivernage, la brigade d'hygiène de Thiès a lancé une nouvelle approche, qui est de mobiliser les moyens pour atteindre chaque sous-brigade d'hygiène. Depuis un mois, nous sommes en train de sillonner les communes de la région de Thiès. Donc on avait démarré avec la sous-brigade de Tchadjaï. Donc on a continué avec la sous-brigade de Khombol. Présentement, nous sommes au niveau de la sous-brigade de Mbour. Après cette opération-là, essayer de coordonner nos activités. Et quand nous avons par exemple des infractions qui sont commises, essayer de les appeler
pour qu'ils viennent vraiment faire le travail nécessaire. La commune de Saly Portudal reste une ville touristique qui doit refléter une belle image du Sénégal. Seulement, l'insuffisance des ressources humaines et logistiques ralentit un peu les bonnes résolutions de ces vaillants soldats de la santé. Mais cela n'entache en rien leur volonté de mettre l'hygiène au cœur de leurs priorités pour une meilleure santé des populations. Le bilan tragique de l'accident survenu ce vendredi entre Koumpentoum et Koungheul s'est alourdi. 8 personnes ont perdu la vie. Après les 6 victimes initiales sur les lieux, 2 blessés graves ont succombé, l'un au centre de santé de Koumpentoum et l'autre lors de son évacuation vers l'hôpital régional de Tambacounda. On va tout cela avec Tchorodien. Un accident mortel s'est encore produit ce matin sur la route de Tambacounda, entre Koumpentoum et Koungheul. Un bus est entré en collision avec un minicar. Bilan, 8 morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. D'après les dires, c'est le minibus qui doublait. Vous voyez, ils sont entrés en coalition. Si les voies étaient 4, ça ne peut pas se passer. La situation, c'est la route de l'indépendance à nos jours. C'est la même voie. Les véhicules multiplient. Le corridor augmente sur le nombre de véhicules qui sont là. Vous voyez, et les routes sont toujours les mêmes. Tant que les routes ne sont pas faites, les accidents vont se produire à tout moment. Suite à l'accident de 6 kilos, des mesures ont été adoptées par les autorités. Cependant, force est de constater que les accidents se succèdent et se ressemblent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne circulez pas la nuit. On a arrêté de circuler la nuit, mais ça multiplie toujours. Non, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est puisque le problème fondamental, c'est ce que nous négligeons, c'est ce problème de voirie, puisque les véhicules ne devraient pas se croiser dans une même voie. Les véhicules allant dans le sens est-ouest ne devraient pas croiser dans tous les cas, dans aucun cas, les véhicules allant d'ouest vers l'est. Au-delà de l'état des routes, les transporteurs pointent également du doigt les conditions d'obtention du permis de conduire. La délivrance des permis de conduire, on l'a aussi toujours décrié. Il ne faudrait pas qu'un seul individu règne en roi pour quand même donner le permis à qui il voudrait. Il faut qu'il y ait une commission pour les examens de permis de conduire, comme on le fait dans les établissements scolaires par rapport aux minibus, aux bus et aux camions. Ce sont des véhicules qui roulent à des vitesses très rapides, alors qu'on aurait pu au moins, comme on l'a toujours demandé, essayer de mettre le moteur à un niveau où il ne dépasserait certaines vitesses. Cette série d'accidents macabres intervient à quelques jours de la tenue des États généraux des transports. Ces assises vont permettre de trouver des solutions durables pour garantir la sécurité routière. Et pour finir à Saint-Louis, les régates ont captivé l'attention cette année avec plus de 6 000 athlètes en lice. La grande course a été triomphalement remportée par Pontejolet. Cet événement, à la fois culturel et sportif, a renforcé l'unité et la cohésion sociale à Saint-Louis. On voit tout cela avec Abdouat. Très attendus dans la vieille ville, les régates de Saint-Louis ont tenu toutes leurs promesses. L'événement a attiré plusieurs spectateurs. Venez admirer les 600 athlètes en lice. L'équipe de Pontejolet a remporté la grande course devant ses rivales, Lodre et Dag. En 1 heure de temps, n'est-ce pas, des acteurs qui sont dans des pirogues de 50 à 80 hommes ont démontré par leur bravoure, leur courage, une lutte farouche qu'ils ont effectuée pour vraiment dépasser les obstacles que constituent le fleuve et autres. La course a été belle, comme l'a si bien remarqué M. le maire. Les gens sont venus en masse. Bravo aux acteurs qui, depuis deux semaines, n'est-ce pas, n'ont lésiné sur aucun moyen pour vraiment afficher cette belle prestation aujourd'hui. Au-delà de la belle prestation livrée par les acteurs à bord de leur pirogue, le maire de Saint-Louis retient plutôt l'unité et le fair-play qui ont prévalu lors de cette édition. Et aujourd'hui, c'est la solidarité, c'est l'unité qui a prévalu. C'est ce qui a donné ces résultats que nous avons tous vécus aujourd'hui. Et nous prions que pour les prochaines éditions, un tel rassemblement, une telle unité puisse se réaliser.
pour le bonheur non seulement des populations de la Langue de Barbarie, mais aussi pour le bonheur des populations de Saint-Louis. Cet événement sportif est aussi l'occasion pour les habitants de la ville et les visiteurs de se retrouver et de partager un moment de convivialité et de célébrer à l'unisson la richesse culturelle de Saint-Louis dans une atmosphère chaleureuse et festive. Les régates doivent aussi être, pour moi, considérées comme une fête majeure, non seulement sportive, mais aussi culturelle. Et ça, c'est fondamental. Développer davantage ces activités pour attirer davantage non seulement du tourisme, mais permettre le développement touristique donc, de la ville de Saint-Louis. C'est une épreuve de force, de courage et de bravoure bien de chez nous. Elle se déroule quand les pêcheurs sont en vacances. Les régates font partie des piliers de la culture saint-louisienne. Les organisateurs espèrent une plus grande implication des autorités pour le rayonnement de cet événement si cher aux Saint-Louisiens. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Tout de suite, le 13h en Wolof, le 13h45 en Wolof avec Sokhna Fanta Badji. Ne ratez pas ça. Je vous souhaite une très bonne journée.